Salut à toi, l'auditeur qui écoute peut-être en cachette en ce moment même. Ouais, avec un écouteur bien planqué sous les cheveux, par exemple. Exactement. Pendant que ton boss pense que tu bosses. Ou alors, t'as mis cette plongée en fond sonore juste pour ne pas entendre le bruit de ton propre quotidien, un quotidien qui grince. Et on sait que ça grince souvent très fort. C'est net. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. C'est le deuxième volet de la saison 2 de nos analyses sur les travaux de la structure Joker Impact. Et aujourd'hui, on plonge sans gilet de sauvetage. Ouais, on va direct dans le dur, là. Bah oui, parce que le constat de base, il pique un peu. Salarié, ton quotidien reflète tes compromis. Ce que tu acceptes, même en te disant « allez, juste pour cette fois », ça finit par devenir le système qui te tient en laisse. C'est une réalité super difficile à avaler, hein, parce qu'on adore pointer du doigt le grand méchant système. Ah, ça, c'est clair, c'est tellement plus confortable, hein. Mais avant d'aller là-dedans, les sources nous proposent une image, une scène vraiment marquante qui colle à la peau. Il faut imaginer un cirque abandonné. Ouais, la métaphore du dompteur. Voilà, tu es un dompteur au centre de la cage. Au tout début, tu as accepté que le lion te grogne un peu dessus en te disant « bon, c'est normal, il a faim ». C'est l'excuse classique de la fin de journée, quoi. C'est ça. Puis après, tu as toléré qu'il te morde un peu le bras. Et là, tu te dis « c'est son caractère, je gère ». Tu continues d'entrer dans la cage, sauf qu'un jour, le lion te regarde avec pitié. Parce que c'est toi qui es devenu la bête de foire. Exactement. Tu cours après les morceaux de viande, tu fais des pirouettes pour éviter les coups. Et le public, donc tes collègues, ils applaudissent en disant « bravo, franchement tu assures, belle résilience ». Alors que le cirque est vide et que ta vie sent la surfraude. Voilà. Et c'est là qu'on touche à la grande hypocrisie du salariat moderne. On fait croire que le système oppressant, il est imposé par l'extérieur, par des dirigeants cruels, par un capitalisme froid. Alors que la vérité que personne n'ose dire, c'est que ce quotidien étouffant, en grande partie, tu l'as construit toi-même. Compromis après compromis. Petit oui après petit oui. Silence après silence, oui. C'est le dirigeant qui ferme les yeux sur les signaux faibles juste pour acheter la paix sociale. C'est l'équipe qui accepte des tâches absurdes pour pas faire de vagues. Et même au sein des équipes, il y a ces comportements hyper toxiques, genre celui qui reporte toujours la faute sur les autres, ou celle qui joue la victime pour pas décider. Tout le monde participe à la mascarade. C'est ça, j'ai envie qu'on ancre ça dans le réel direct, avec le fameux théâtre de l'open space. Ah, la scène de 18h47. Ouais, il est 18h47, la lumière a baissé, tout le monde sait que la journée est finie depuis un bon moment. Il n'y a plus aucune urgence. Rien, pas un serveur qui plante, pas un client qui crie. Et pourtant, personne ne part. Tout le monde reste fixé sur son écran. Par peur de sembler désengagé. Exactement. Et là, c'est quoi le mécanisme? Parce qu'on se dit que c'est du professionnalisme, mais en fait, c'est quoi? En psychologie sociale, on appelle ça l'ignorance pluraliste. C'est un concept fascinant. En gros, presque tout le monde dans la pièce trouve cette situation absurde. Mais personne le dit. Voilà. Tout le monde rejette la norme intimement, mais suppose que tous les autres y adhèrent. Donc, tout le monde se conforme à une règle à laquelle personne ne croit. C'est fou quand on y pense. Et les conséquences de cette mascarade, j'imagine que c'est pas juste du temps perdu. Ah non, pas du tout. C'est un épuisement qui s'installe comme une moisure, tu sais, ça attaque les fondations. Perte de sens totale, les gens viennent juste pour la paye. Des décisions absurdes sont validées juste par peur du conflit. Ce fameux désengagement silencieux qui coûte des millions aux boîtes, quoi. Exactement, les talents s'évaporent sans même faire de bruit. Mais du coup, décortiquons un peu ça. Moi, en lisant les sources, je me suis posé une question bête. Est-ce que c'est pas juste de la lâcheté, au fond? Alors c'est la réaction instinctive qu'on a tous, hein. On veut culpabiliser l'individu, mais la neurologie nous dit l'inverse. C'est pas de la lâcheté, c'est de la pure survie biologique. De la survie. Hein? Juste pour dire je rentre chez moi à 18h? Bah ouais, notre cerveau, il n'a pas évolué pour survivre dans un open space. Il a évolué pour la savane. Et dans la savane, être rejeté par le groupe, C'est la mort. littéralement. Donc, quand tu penses à contester la norme au bureau, l'amygdale, la zone de la peur dans le cerveau, s'active exactement comme si tu ressentais une douleur physique. Attends, vraiment? Dire non à une réunion inutile, ça fait mal physiquement au cerveau? Et même circuits neuronaux s'allument. Le cortex singulaire antérieur, pour être précis, le cerveau va tout faire pour éviter cette douleur. Et c'est là que la mécanique de l'adaptation se met en route. Il y a 3 stades bien identifiés. Vas-y, je note. C'est quoi le premier? Le premier, c'est le compromis d'entrée. Et ça, c'est très sain. T'arrives dans une nouvelle boîte, tu t'adaptes. Tu captes les codes, tu ajustes ton vocabulaire. C'est de l'intelligence sociale de base, quoi. Tu vas pas arriver en tongs si tout le monde est en costume. Exactement. Mais le problème, c'est le stade 2. Le compromis d'installation. Là, tu commences à repérer de vrais dysfonctionnements.
Des process absurdes, un manager toxique. Et le cerveau dit quoi à ce moment-là? Il calcule l'énergie qu'il faudrait pour se rebeller tous les jours et il se dit « Oh là là, c'est trop cher ». Donc on ajuste nos attentes à la baisse. On se dit Bon, c'est comme ça ici, on fait avec ». On encaisse. Et le stade 3, c'est la bascule vers le côté obscur, j'imagine? C'est le danger absolu, oui. Le compromis d'identité. Le cerveau déteste la dissonance cognitive, c'est-à-dire faire un truc qui va contre tes propres valeurs. C'est insoutenable émotionnellement. Ah, la dissonance cognitive. Voilà. Du coup, pour résoudre ça, le cerveau change l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Au lieu de dire « je suis lâche » ou « je subis », il te fait croire « je suis quelqu'un de résilient. Moi, je ne suis pas de ceux qui se plaignent ». Il transforme la soumission en vertu morale. C'est incroyable. Ça me fait penser à cette analogie dans nos sources, l'histoire du jardinier. Ah oui, très bonne image. En gros, c'est un jardinier qui voit une petite ronce pousser. Au début, il la voit. Mais l'arracher, ça demande un effort, faut se piquer les doigts, donc il se dit « je ferai ça demain ». Le compromis d'installation. C'est ça. Les semaines passent et bientôt, il y a des ronces partout. Son beau jardin est détruit. S'il devait admettre qu'il a laissé faire ça par flemme ou par peur, la culpabilité serait énorme. Insoutenable pour l'ego. Donc son cerveau le protège. Il se met à croire que ces ronces, en fait, c'est une nouvelle variété de plantes, exotique qu'il a toujours voulu cultiver. Et il marche dedans, les mollets en sang, en souriant et en disant « Regardez ma super capacité d'adaptation ». Mais c'est une métaphore parfaite. Et le coût humain de cette automanipulation, il est dévastateur. On le voit dans les études de cas cliniques de Joker Impact. Oui, il y a des histoires vécues qui font froid dans le dos. Parlons de Karim. Karim, 41 ans. Ingénieur brillant. Au début, il est force de proposition, il amène plein d'idées. Mais en face, sa hiérarchie lui oppose un mur de silence. Du vent, quoi. Que du vent. Alors son cerveau fait le calcul. À quoi bon lutter? Il arrête de proposer. Il s'adapte à la désorganisation. Il commence à bosser en secret pendant des réunions qui servent à rien. Le fameux « je fais mes mails sous la table ». C'est ça. Il rajoute 20 minutes à sa journée, puis 40, puis 1 heure. Il compense l'incompétence du système sur son temps personnel. Il se raconte qu'il est indispensable, jusqu'au jour où Jusqu'à ce dîner, ouais. C'est la partie qui m'a retourné le ventre. sa fille de 9 ans, un soir de semaine, il est à table, son téléphone n'arrête pas de vibrer pour des mails boulot, et elle le regarde et dit « Papa, pourquoi t'as l'air triste quand tu manges avec nous ?» La claque monumentale. Le miroir qui se brise d'un coup. Exactement. Il a vu les ronces, il a capté que personne ne lui mettait un flingue sur la tempe pour sacrifier ses soirées. Il avait capitulé, tout seul. Ce qui est fou ici, c'est qu'il n'y a pas de méchant évident. Pas de tyran qui hurle. Juste une addition terrifiante de petits l'abandon. C'est souvent comme ça. Mais moi, il y a un autre cas qui m'a vraiment interpellée. Parce que ça touche à quelque chose qu'on valorise vachement, l'empathie. C'est l'histoire de la développeuse de 32 ans. Ah, la boniche technique, c'est comme ça qu'elle s'est appelée elle-même, hein. Ouais, dans sa lettre de démission. Donc elle bosse avec un collègue qui est, pour le dire poliment, techniquement à la ramasse. Et pour pas le balancer, pour que le projet avance, elle se met à corriger son code en douce, le soir. Pendant 4 ans. 4 ans. Mais au début, tu te dis, c'est une super collègue, elle couvre un membre de l'équipe, c'est l'esprit d'équipe, non? Et c'est exactement là qu'elle piège. Aider un collègue une fois, lui expliquer un truc, c'est de l'empathie. Faire son boulot en secret tous les soirs pendant 4 ans, pendant qu'il récolte les bravos, C'est plus de l'empathie, là. non, c'est de l'évitement de conflit à l'état pur. C'est la terreur panique d'être vue comme celle qui n'est pas une bonne team player. Elle s'est complètement sacrifiée sur l'autel d'une fausse cohésion. Et son corps a lâché. Burn-out sévère, anxiété généralisée. Elle a construit sa propre prison avec les briques de ses bonnes intentions. Ok, c'est super intéressant, mais là, je t'arrête, parce que je sens qu'on va vite basculer dans le yak à faucon. Je t'écoute. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est bien beau la théorie, la neurologie, mais la personne qui nous écoute là, si elle a un prêt immobilier sur le dos, les enfants à nourrir et qu'elle bosse dans un secteur bouché, L'argument de la contrainte réelle. bah oui, lui dire reprends le pouvoir, arrête tes compromis, c'est un peu indécent, non? Si elle dit non à son boss demain, elle a plus de salaire à la fin du mois. C'est une objection légitime et hyper importante. Les méthodes de Joker Impact ne sont pas déconnectées du réel. Personne ne prône la démission théâtrale en claquant la porte. Le but, ce n'est pas de fuir la contrainte. C'est quoi alors? C'est de changer la nature de ton compromis. Il y a un monde entre un compromis subi inconsciemment et un compromis stratégique choisi. Je vois pas trop la différence sur le terrain en fait. Prends l'histoire d'Amandine. 36 ans, milieu associatif. Ah oui, le milieu associatif, roi du compromis toxique. On confond travail et sacerdoce. C'est tout à fait ça. Un jour, sa direction prend une décision stratégique qui va complètement à l'encontre de ses valeurs. Mais elle est mère célibataire, elle a absolument besoin de ce job. Donc elle peut pas partir. Non.
Mais au lieu de s'enfoncer dans la dépression ou de s'auto-persuader que la direction a raison, elle a pris une après-midi pour se poser 3 questions frontales. Lesquels? Que fais-je ici? Que me prend ce travail sur le plan de la santé? Et cet équilibre est-il encore acceptable? Et elle en a conclu quoi? Elle a acté qu'elle restait uniquement pour le salaire. Point barre. Elle a désinvesti émotionnellement la fonction, elle est allée voir sa direction et a posé de nouvelles limites. Je fais mes heures, je produis ce qu'il faut, mais je ne vais plus au séminaire du week-end. Et elle n'a pas été virée? Non. Elle a transformé son environnement interne sans quitter son poste. Sophia de Joker Impact dit un truc très juste là-dessus. Certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. L'enjeu, c'est de savoir quelle carte en joue, quoi. Exactement. Savoir quelles cartes on joue consciemment et lesquelles on laisse se jouer toute seule. Un compromis conscient, c'est une stratégie de survie. Un compromis inconscient, c'est une dérive. C'est puissant de juste nommer les choses. Dire j'accepte ça pour payer mon prêt, ça enlève toute la charge de la dissonance cognitive dont on parlait. Le cerveau arrête de lutter pour trouver du sens là où il n'y en a pas. C'est un soulagement immédiat. Bon, alors comment on fait concrètement? Parce qu'on a parlé d'outils pratiques. Comment on démantèle notre propre petit système? Alors, l'outil phare utilisé en intervention par Joker Impact, c'est la liste des compromis fantômes. Ou la cartographie des compromis. Comment ça marche? En gros, tu rassembles l'équipe et de manière anonyme, tu demandes à chacun de lister tout ce qui est toléré au quotidien de façon non officielle. Genre les heures sup pas payées. Ça, le fait de corriger le boulot de Jean-Pierre du marketing à chaque fois, les réunions sans ordre du jour, le logiciel qui plante et qu'on bidouille. On sort tous les scolites du placard en fait. Exactement, et on les met au milieu de la table sans aucun jugement. On regarde le monstre qu'on a créé et ça brise l'ignorance pluraliste d'un coup. Tu te rends compte que tout le monde déteste le même truc? Et notre développeuse, la boniche technique, elle a fait ça? 9 mois après son burn-out, ouais, elle est revenue et elle a fait ce qu'on appelle un contrat de limite personnelle. En pleine réunion, elle a osé dire « Fou, j'arrête d'accepter de corriger le travail des autres sans que ce soit formalisé et rémunéré. » Mais l'ambiance a dû être glaciale. Sur le coup, un peu. Mais tu sais ce qui s'est passé? Le niveau technique global de l'équipe a augmenté. Parce que le collègue incompétent a dû se réveiller. Bah oui, il n'avait plus de filet de sécurité, le respect est revenu, le turnover a baissé. Elle a retrouvé l'envie de coder et d'autres personnes qui voulaient démissionner sont restées. Tout ça parce qu'une seule personne a arrêté d'accepter l'inacceptable. Ça montre à quel point un seul individu peut faire basculer le système. Du coup, pour que les gens qui nous écoutent puissent s'approprier ça, on pourrait faire un petit exercice là, maintenant? Un audit du quotidien? Ouais, je vais proposer quelques affirmations. Et ceux qui écoutent voient si ça résonne. Première phrase. J'ai normalisé des choses que je trouvais inacceptables il y a 3 ans. Si on dit oui à ça, c'est un signal fort. Deuxième phrase. Je fais souvent des petites pirouettes pour éviter le vrai risque en réunion. Et enfin, quelle est la petite morsure que je laisse le lion me donner tous les jours en me disant que c'est pas si grave? Et si l'une de ces phrases fait un nœud dans le ventre, c'est super important de rappeler que ce n'est pas un blâme. Faut pas s'auto-flageller, c'est juste de la donnée précieuse. C'est l'information qui manquait pour agir. En fait, le problème, c'est pas de faire des compromis. On passe avec d'autres humains, on est bien obligé d'en faire. Une boîte sans compromis, c'est une dictature. Voilà. Le problème, c'est l'inconscience de ces compromis. Donc, pour résumer un peu tout ça, si on arrête d'accepter ce qui nous abîme en silence, on crée l'espace pour trouver sa vraie place. Tout à fait. Et c'est là qu'on arrive à une réflexion qui, je trouve, dépasse même le cadre du travail. Ah, tu veux parler de la conséquence ultime du compromis d'identité-lien? Exactement. Imaginons qu'on passe 10, 20 ans à raboter nos valeurs. On se moule parfaitement dans un système qu'on trouvait absurde au départ. On devient le fameux dompteur qui fait des pirouettes. C'est ça. Mais la question vertigineuse, c'est qui devenons-nous le jour où l'entreprise, soudainement, n'a plus besoin de nous? Un licenciement, une restructuration. Ou même la retraite. Si ton identité s'est entièrement construite autour de cette adaptation parfaite, que reste-t-il de toi quand le cirque ferme ses portes? C'est le masque qui finit par fusionner avec la peau. Est-ce qu'en voulant sauver à tout prix notre place dans le système, on n'a pas juste perdu notre place à l'intérieur de nous-mêmes? C'est le vrai danger, ouais. Le coût invisible d'une adaptation parfaite. Eh ben, c'est une pensée qui va me suivre toute la journée, ça. C'est le moment de regarder quelle carte on a encore en main pour reprendre le contrôle dès demain matin. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Avec grand plaisir. Et à vous qui avez écouté en cachette, bon courage pour l'audit de votre jardin. On se retrouve très vite pour une prochaine plongée dans les rouages de maths quotidien. Ciao. Ciao.